Salut les terriens, bienvenue sur le journal de l'espace du vendredi, le dernier juste avant Noël. Alors je ne sais pas si vous avez bien terminé votre liste de cadeaux, mais il va peut-être y en y avoir un en plus à rajouter aujourd'hui, puisque cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, les accessoires Rhino Shield, c'est la meilleure protection pour plus d'une centaine de modèles de smartphones Apple et Android, dont les nouveaux Pixel, iPhone et Galaxy, mais aussi des smartphones moins récents, auxquels vous pourrez offrir une seconde jeunesse et un nouveau look, tout en leur donnant la meilleure protection possible. Les coques sont confortables et parfaitement ajustées, vous avez des designs uniques et exclusifs Rhino Shield comme les coques NASA, Star Wars, One Piece, Naruto, Marvel, Dragon Ball et plein d'autres, mais vous pouvez aussi créer une coque personnalisée avec vos propres photos. Il y a 2 ans, je m'étais d'ailleurs fait une coque journal de l'espace, c'était juste top. En plus des coques, vous avez aussi les protections écran et les protections pour l'appareil photo du téléphone. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour protéger ce petit bijou de technologie parfois bien fragile. Et pour la petite touche perso, ça fait 4 ans que je travaille avec Rhino Shield, donc ça fait 4 ans que je protège mes téléphones avec les produits Rhino Shield, et depuis je n'ai jamais eu le moindre souci, les protections tiennent vraiment toutes leurs promesses. Pour Noël, vous vous doutez bien que j'ai un petit cadeau pour vous, et exceptionnellement, bénéficiez de moins 15% sur le site Rhino Shield, et ce jusqu'au 5 janvier avec le code Journal de l'espace. Je vous mets le lien dans la description pour profiter de tout ça, et un grand merci à Rhino Shield pour ce cadeau de fin d'année. Allez, il est temps de passer à l'actu du Journal de l'espace, je vous souhaite une très bonne vidéo et de très belles fêtes, c'est parti! A votre avis, quel est le rapport entre le risque d'accident ferroviaire et les tempêtes solaires ? Grâce aux études scientifiques de ces dernières années, on sait désormais que les tempêtes solaires peuvent déclencher de puissantes perturbations magnétiques sur Terre. Plus concrètement, ces tempêtes sont à l'origine d'un phénomène rare, les courants induits géomagnétiquement, plus communément appelés CIG. Ce sont eux qui apparaissent sur les longs conducteurs comme les lignes haute tension et même sur les lignes ferroviaires. C'est justement là le problème, puisqu'une nouvelle étude parue le 11 décembre sur le site Advancing Earth and Space Sciences alerte sur le risque d'accident de train qui pourrait survenir suite aux tempêtes solaires, faisant passer la signalisation du rouge au vert. L'équipe de chercheurs, dirigée par Cameron Patterson et le professeur Jim Wild de l'université de Lancaster, a modélisé la façon dont les CIG circulaient dans les circuits de voie des lignes électrifiées à courant alternatif, alimentées par des câbles aériens. Pour cela, ils ont utilisé 2 itinéraires existants et ont cherché à comprendre comment les CIG induits dans les rails pouvaient provoquer un dysfonctionnement de la signalisation ferroviaire. Eh bien figurez-vous que les résultats sont édifiants, les tempêtes solaires sont capables d'inverser un signal dans les 2 sens, transformant un signal rouge en vert ou un signal vert en rouge. Les anciennes recherches de Patterson avaient déjà mis en évidence ce phénomène, mais seulement pour des pannes dites sécuritaires, c'est-à-dire lorsque le feu passe du vert au rouge. La capacité de certaines tempêtes solaires de grande intensité à faire passer les feux du rouge au vert est beaucoup plus dangereuse puisqu'elle autorise les trains à s'engager sur une voie alors que ça ne devrait pas être le cas. Pire encore, les recherches du chercheur montrent que ces pannes critiques peuvent se déclencher à des niveaux de rayonnement bien inférieurs à ceux provoquant les pannes sécuritaires. Imaginez donc maintenant 2 TGV lancés à 320 km/h à contresens, une vraie catastrophe annoncée si rien n'est fait. Bon, et ne croyez pas non plus que les tempêtes solaires de forte puissance soient si rares que ça, il y a eu plusieurs exemples de conditions météorologiques spatiales ayant eu un impact sur les réseaux électriques au cours des dernières décennies. Des pannes de courant ont affecté des millions de personnes dans la province canadienne du Québec en 1989 et dans la ville suédoise de Malmö en 2003. Si on cherche encore un peu plus loin, il existe également des exemples historiques de météorologie spatiale interférant avec la signalisation ferroviaire dès le 19e siècle. En 1859, on sait aussi qu'une énorme éruption solaire a déclenché une tempête géomagnétique qui a perturbé les lignes télégraphiques à travers le monde. L'équipe de chercheurs a d'ailleurs étudié l'impact d'une tempête solaire de la même ampleur de celle de 1859, et les résultats sont sans appel, elle entraînerait des problèmes généralisés de signalisation sur les 2 lignes étudiées. Bon, maintenant rassurez-vous, ces études ne sont pas là pour faire peur, mais plutôt pour alerter sur la nécessité de prendre des décisions adaptées. À mesure que notre compréhension des risques météorologiques spatiaux s'améliore, il est possible d'envisager comment réduire les risques. À l'avenir, nous pourrions utiliser les prévisions météorologiques spatiales pour prendre des décisions comme limiter le trafic ferroviaire, aérien et automobile si un événement extrême est attendu. C'est d'ailleurs ce qui existe aujourd'hui pour les tempêtes, les cyclones ou les inondations.
Au Royaume-Uni, les conditions météorologiques spatiales extrêmes sont incluses dans le registre national des risques liés aux urgences civiles du gouvernement. Le risque posé à l'économie et à la société du Royaume-Uni est classé comme important. Nul doute que l'ensemble des pays industrialisés du monde devraient suivre cette voie, surtout quand on sait que notre Soleil atteint un pic d'activité historique. À l'heure où je prépare cette vidéo du journal de l'espace, le lancement de l'atterrisseur Peregrine a été retardé d'une semaine à cause d'un problème de son lanceur Vulcan et devrait finalement avoir lieu début janvier 2024 depuis la base spatiale américaine de Cap Canaveral. Cette mission a été rendue possible grâce à la collaboration étroite entre la société Astrobotic et la NASA, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle est aussi internationale. En plus des États-Unis, plusieurs pays y contribuent, Allemagne, Royaume-Uni, Mexique, chacun apportant son savoir-faire et ses connaissances à travers des instruments et des expériences variées embarquées sur l'atterrisseur. Mais penchons-nous un peu plus sur cet engin qui, s'il accomplit sa mission, sera peut-être le premier atterrisseur privé à toucher le sol lunaire sain et sauf. Bon, si je dis peut-être, c'est parce qu'il ne faut pas oublier son concurrent direct, Nova C, de la société Intuitive Machines. Son départ est également prévu pour la mi-janvier 2024, ce qui nous garantit un début d'année passionnant sur lequel nous reviendrons. Pour commencer, il faut savoir que Peregrine sera envoyé par la toute nouvelle fusée américaine Vulcan Centaur du consortium United Launch Alliance, dont ce sera aussi le vol inaugural. Un vol à haut risque donc est déjà retardé, contrairement à Nova C qui a eu la bonne idée de partir avec une Falcon 9 de SpaceX. Ça tombe bien, aujourd'hui, c'est le lanceur le plus fiable au monde. Mais revenons à notre Peregrine, il est propulsé par un système complexe utilisant un mélange de monométhylhydrazine, ou MMH, et de dinitrogène tétraoxyde, plus connu dans le milieu spatial sous le nom de MON25. Cette combinaison de deux ergols hautement toxiques n'a pas été choisie par hasard, il suffit en fait de mélanger les deux pour que la combustion ait lieu. C'est donc très fiable puisqu'il ne faut aucun système d'allumage externe, et la poussée est facilement contrôlable en variant le débit. En résumé, vous ouvrez plus ou moins le robinet pour avoir plus ou moins de poussée. Au niveau de l'alimentation électrique, les ingénieurs ont utilisé des panneaux solaires de dernière génération, leur surface fait 1,8 m² et ils sont optimisés pour capter le plus efficacement possible l'énergie solaire. Ces panneaux high-tech alimentent l'atterrisseur avec une tension de 28 volts et une puissance minimale de 485 watts. Cette énergie est stockée dans des batteries lithium-ion d'une capacité de 855 Wh, donc il s'agit tout de même d'une batterie conséquente, sachant que nos smartphones ont une capacité d'environ 10 Wh en moyenne. En tout cas, il y aura assez d'énergie pour toutes les phases de la mission, l'approche lunaire, les manœuvres délicates d'alunissage et les opérations en surface une fois posées sur le sol recouvert de régolithes. Sur la Lune, vous le savez, il peut faire très froid, mais aussi très chaud, puisque les températures varient de moins 173 degrés Celsius à plus 127 degrés. Il faut donc avoir un système de contrôle thermique performant afin de permettre aux instruments de rester à une température de fonctionnement acceptable. Pour ça, les ingénieurs d'Astrobotic ont utilisé des radiateurs et des couches d'isolation spatiale à haute performance. À la manière de la sonde Chandrayaan, dont nous vous avions détaillé le fonctionnement il y a quelques mois, Peregrine est équipé d'un système de navigation et de pilotage dernier cri. N'oublions pas que se poser sur la Lune reste très complexe, et comme Chandrayaan, tout se fait en automatique et tous les instruments de guidage et de pilotage doivent fonctionner ensemble avec une synchronisation parfaite pour espérer se poser sans encombre. Peregrine connaîtra sa position et son orientation à tout instant grâce à des capteurs solaires et stellaires et des unités de mesure inertielle. C'est justement cette fameuse orientation qui est essentielle si Peregrine ne veut pas se poser sur le dos. Elle sera garantie par 4 petits modules de propulsion composés chacun de 3 propulseurs Talos 10 de contrôle d'attitude, chacun ayant une poussée d'environ 45 N. Pour la poussée principale, ce n'est pas la même échelle puisqu'on trouve cette fois 5 moteurs Talos 150 montés sur le fond de l'engin. Chaque moteur fournit une poussée unitaire d'environ 680 N et ils seront allumés pour les manœuvres orbitales et au moment de l'atterrissage. Un dernier point très important, c'est l'altitude. Peregrine dispose d'un système de radioradar Doppler et LIDAR qui lui permettront de connaître son altitude et l'état du relief pour son guidage lors de la phase délicate d'atterrissage. Bien que sa mission ne dure que quelques jours, la NASA a souhaité installer toute une gamme d'instruments scientifiques. Chacun est conçu pour une mission bien spécifique et il y en a 20 au total. L'une de ces missions, par exemple, consiste à analyser la composition chimique de la très faible atmosphère lunaire dans l'espoir d'y trouver des traces d'eau ou d'hydrogène. Bien au-delà de la petite compétition entre Astrobotic et Intuitive Machines, si la mission Peregrine est un succès, elle marquera le début d'une nouvelle ère, celle de l'exploration semi-privée de la Lune. En effet, la NASA souhaite s'appuyer sur des sociétés privées pour développer à moindre coût toute une gamme d'engins lui permettant indirectement de mener à bien toute une série de missions d'exploration s'inscrivant dans le programme Artemis. Les découvertes de ces missions, basées sur la détection d'eau et d'hydrogène, seront essentielles pour espérer établir une présence humaine durable.
On vient de le voir, le lancement de Peregrine sera bel et bien en retard, il devait décoller le 24 décembre, mais devrait finalement partir 2 semaines après au plus tôt. La fautive, on l'a dit, c'est la toute nouvelle fusée Vulcan de United Launch Alliance, et on sait maintenant pourquoi. Tori Bruno, son directeur général, a déclaré que son entreprise n'était pas en mesure de terminer à temps la répétition générale, c'est-à-dire la dernière étape avant le lancement. Ce compte à rebours est appelé le Wet Dress Rehearsal, c'est-à-dire que toutes les opérations sont déroulées avec les réservoirs pleins et s'arrêtent juste avant l'allumage des moteurs. Selon le directeur de ULA, même si le compte à rebours s'est bien déroulé, il reste encore quelques opérations qui n'ont pas été réalisées, et il est absolument nécessaire d'aller jusqu'au bout. C'est tout à fait normal pour un nouveau lanceur qui ne peut se permettre d'effectuer son premier vol sans avoir absolument tout vérifié de A à Z. Comme la Vulcan Centaur ne pourra pas être prête pour la fenêtre de lancement initiale, ce sera donc pour la prochaine qui commence le 8 janvier et se termine 4 jours plus tard. Ce report n'est pas vraiment étonnant pour une nouvelle fusée et les dirigeants d'Astrobotic le savent très bien, ils ont accepté les risques liés à un vol inaugural tout en considérant que ULA a suffisamment d'expérience et a fourni des arguments solides quant à la fiabilité de sa Vulcan. Ce nouveau calendrier signifie donc qu'il pourrait y avoir 2 lancements d'atterrisseurs lunaires depuis Cap Canaveral au cours de la même semaine. Comme je le disais, Intuitive Machines prévoit de lancer le 12 janvier son premier atterrisseur lunaire Nova C sur une Falcon 9 de SpaceX. Pour eux, tout semble se passer à merveille et on se souvient que le 4 décembre, la société avait annoncé que l'atterrisseur était arrivé dans ses locaux de préparation finale à Cap Canaveral. C'est donc beaucoup plus tendu pour Astrobotic qui doit prendre son mal en patience, mais peut-être vaut-il mieux accepter quelques jours de retard plutôt qu'un échec complet. Depuis quelques jours, il se passe quelque chose de bizarre aux confins de notre système solaire. La vénérable sonde interplanétaire Voyager 1 n'envoie plus qu'un schéma répétitif de 1 et de 0, comme si elle était bloquée. La NASA tente d'y remédier, mais tout est très difficile, surtout aussi loin et sur du matériel aussi ancien. Bon, il n'y a rien d'anormal à ce qu'une sonde envoie des codes en binaire, mais cette séquence en boucle que reçoit la NASA est incompréhensible. Il y a tout de même quelque chose de rassurant, ce souci n'est pas critique puisque la sonde exécute sans problème les instructions qu'elle reçoit des contrôleurs de mission, mais les données scientifiques et techniques qu'elle renvoie ne sont plus utilisables. C'est bien dommage car à l'endroit où elle se trouve actuellement, ce sont des informations d'une grande valeur, jamais aucun engin construit par l'homme n'était allé aussi loin. Si vous vous intéressez à l'histoire de la conquête spatiale, nombreux sont les exemples où la NASA a réussi à dépanner ses appareils. Elle ne fait pas exception à la règle, et pour Voyager 1, il semble que le problème ait été localisé. Il proviendrait de l'un des 3 ordinateurs de bord appelés FDS pour Système de données de vol. Selon les contrôleurs de la mission, le FDS ne communique pas correctement avec un autre système chargé des télécommunications, le TMU. Alors à quoi sert le FDS? C'est bien simplement à compacter les données des instruments scientifiques de Voyager et l'état de santé de la sonde en un seul paquet d'informations plus digeste pour la NASA. C'est le fameux TMU qui est chargé d'envoyer ces données au sol sous la forme d'un signal codé en binaire, et comme la Terre reçoit actuellement un motif répétitif de 1 et de 0, le problème devrait donc logiquement se situer à ce niveau-là. La première chose que la NASA a essayé de faire a été de redémarrer le FDS et de le remettre dans l'état où il se trouvait avant le problème. Et oui, rien de tel qu'un bon vieux reset quand tout plante, pas vrai? Mais là, malgré plusieurs tentatives, Voyager continue d'envoyer des données dénuées de sens, un vrai casse-tête d'informaticien des années 70. Alors maintenant, que faire? La NASA admet qu'il faudra des semaines pour élaborer un nouveau plan d'action car la distance de la sonde et la longévité de la mission rendent les choses très difficiles. Comme je vous le disais, Voyager 1 se trouve dans l'espace interstellaire à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, et à cette distance inimaginable pour nous, il faut 45 heures entre le moment où l'agence spatiale envoie une commande à la sonde et celui où elle renvoie une réponse. Il est donc impossible d'essayer des tas de petits changements les uns à la suite des autres pour voir si quelque chose finit par fonctionner. Il n'y a donc pas de place au doute et il faut du concret. Ce n'est pas tout, quand on parle de Voyager 1, il faut imaginer une sonde conçue avec des technologies du début des années 70, autant dire qu'il s'agit d'un dinosaure informatique dont la documentation a été rédigée par des ingénieurs qui n'avaient pas anticipé les problèmes qui allaient se poser 50 ans plus tard. Parce que oui, lancées en 1977, les prodigieuses sondes Voyager 1 et Voyager 2 sont les objets de fabrication humaine les plus éloignés de la Terre, un endroit qui intéresse tout particulièrement les scientifiques puisqu'il ne subit pas l'influence du vent solaire. Les 2 sondes ont déjà connu des problèmes liés à l'âge, tels qu'une diminution de la puissance de leur générateur thermoélectrique à radioisotope, les fameux RTG dont on parlera très bientôt pour un épisode spécial qui devrait sortir si tout se passe bien à Noël, et la détérioration de certains de leurs systèmes. Heureusement, aujourd'hui, les 2 sondes ont été mises à niveau avec des instructions visant à économiser leur énergie.
Désormais, il faut espérer que les talentueux ingénieurs de la NASA vont trouver une solution pour prolonger encore un peu la vie d'un des engins le plus fabuleux jamais fabriqué par l'homme. Et voilà les terriens, c'est tout pour l'actualité spatiale de la semaine. Merci de l'avoir suivi avec le journal de l'espace et merci à Rhino Shield d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Pour rappel, vous avez moins 15% sur tout leur site jusqu'au 5 janvier avec le code journal de l'espace, donc ne perdez pas de temps, je vous mets le lien en description de vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, prenez soin de vous, salut les terriens.